Ce programme vous est proposé par BGFI Bank Cameroun, sponsor officiel. Le prix le plus élevé que je paye, c'est le temps. Parce qu'il faut faire un choix entre un garçon et une fille qui va à l'école. Jusqu'aujourd'hui, c'est le garçon qui va à l'école. Je pense que les femmes aussi, intrinsèquement, ont le syndrome de l'imposteur. Et quel conseil donc vous donneriez à une jeune femme qui souhaite démarrer sa carrière ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast hebdomadaire diffusé sur Canal 2 International et Season Media. Comme chaque samedi, nous vous retrouvons avec une thématique forte et une invitée inspirante pour en discuter. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, l'indépendance financière des femmes. En Afrique, malgré des progrès notables, les inégalités restent marquées. D'après la Banque mondiale, moins de 40% des femmes disposent d'un compte bancaire formel et les écarts de revenus demeurent préoccupants. Alors, cette indépendance est-elle une réalité tangible ou un idéal encore lointain ? Restez avec nous, notre invité du jour nous rejoint dans un instant pour en discuter. À tout de suite. Un grand merci à notre partenaire BGFI Bank Cameroun qui soutient les femmes et les familles dans la réalisation de leurs projets de vie et d'entrepreneuriat. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Simone Gansoa, ingénieure financière et militante engagée pour les droits et l'autonomisation des femmes. Membre du programme Munja du FEGEM, elle accompagne activement l'entrepreneuriat féminin. Son parcours est une démonstration vivante de ce que signifie bâtir son autonomie et inspirer les autres à en faire autant. Avec elle, nous allons explorer les défis, les leviers et les perspectives autour de l'indépendance financière des femmes. Marie-Simone, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que tu te portes aujourd'hui ? Je vais bien. Alors, indépendance financière des femmes, qu'est-ce que cela interpelle chez toi ? Indépendance financière des femmes, ça veut dire beaucoup de choses. Mais déjà, c'est la liberté. Liberté de choisir et surtout, c'est la dignité. Parce que lorsqu'on est capable de pouvoir gérer ses revenus, pouvoir les fructifier, pouvoir s'occuper de soi-même, de sa famille ou même investir, on est libre et on est digne. Alors, pensez-vous aujourd'hui que ce soit un mythe ou une réalité dans notre société ? Alors, c'est une réalité pour certaines. Mais c'est un mythe pour beaucoup d'entre nous encore, parce qu'elle se heurte à plein d'obstacles, que ce soit structurel, que ce soit culturel ou même économique. Donc ça peut être une réalité, mais pas pour tout le monde. Alors on va parler un peu de toi plus personnellement. Comment est-ce que tu as construit ton autonomie financière ? En faisant beaucoup d'erreurs. Okay. Beaucoup d'erreurs. Ça c'est bon à savoir. On apprend en essayant. Je pense que dans une maison, des fois, vous avez parmi les enfants ceux qui vont, lorsque vous leur donnez l'argent de poche, ceux qui vont garder dans la tirelire jusqu'à la fin d'année et qui s'achètent une belle chose en fin d'année. Et puis, vous avez les enfants comme moi qui ouvrent la tirelire tous les 2 jours pour pouvoir faire quelque chose. Donc, on apprend, on se rend compte au fur et à mesure en évoluant des erreurs, que les dettes, les découvertes, c'est pas votre argent. Et surtout quand on a des enfants, qu'on a des responsabilités. J'ai la chance dans mon autonomisation de pouvoir avoir une certaine éducation, d'avoir accès à une certaine formation. Donc, je suis ingénieur financier déjà. Ça permet d'avoir certaines opportunités professionnelles. Mais encore, il faut savoir les saisir. Parce qu'on fait des formations, mais souvent, en tant que femme, on a peur d'aller vers certaines opportunités. Il faut également bien les choisir. Ça également, on apprend en se trompant. Parfois, vous choisissez d'aller investir parce que vous aimez bien un projet. Et puis, vous vous rendez compte que finalement, vous perdez plus d'argent que vous n'en gagnez. Oui. Et il faut apprendre enfin à épargner. Épargner, investir. Et pour ça, on se documente. Parce que ça a l'air facile quand on travaille en finance, mais nous aussi, on fait des erreurs. On dit aux gens, investissez, on leur parle de produits, mais également, nous, on fait des erreurs. Justement, comme tu parles de toi, quels ont été justement les moments décisifs dans cette autoconstruction-là ? Malgré les erreurs, bien sûr. Non, pour moi, sans aucun doute, ça a été le retour après mes études au Cameroun. Je suis rentrée, j'étais fiancée, j'avais une petite fille de 6 mois et j'avais décidé que je ne voulais plus travailler.
Tout simplement parce que pouvoir jongler entre le travail, un bébé et tout à l'étranger, je suis rentrée, je disais, moi, je veux plus travailler. Ou à la limite, je veux me reconvertir, mais je veux plus aller au travail tous les jours. Sauf que dans un monde capitaliste, on se rend vite compte que si on n'apporte rien sur la table, on représente pratiquement voilà, rien. C'est ça. Donc, il faut apporter quelque chose sur la table. Et c'est décisif parce que quand on se rend compte que si jamais, peu importe vos diplômes, peu importe ce que vous êtes, peu importe comment quelqu'un en face vous aime bien, et surtout quand on a des attentes par rapport à la vie, il ne faut pas les laisser sur les épaules d'une seule personne. C'est une équipe qui doit travailler ensemble. Justement, ça c'est surtout lorsqu'on parle de relations de couple, par exemple, dans un ménage. Ça doit être les deux qui apportent quelque chose sur la table. Tu es d'accord ou pas? Toujours. Parce qu'on ne peut pas décider de déposer toute la charge sur les épaules d'une seule personne. Oui. Aujourd'hui, parce qu'avant, ce n'était pas ça. C'est les papas, c'est les hommes, du moins, qui assumaient toutes les responsabilités à la maison. Et les mamans étaient, comme disent certaines personnes, leur place était à la cuisine. Les choses ont un peu changé quand même. Alors, si on va plus loin, dans nos cultures, les femmes allaient au champ. Elle ramenait les patates, les tomates. Le monsieur allait à la chasse, il ramenait la viande. Et c'est les deux, en fait, combinés, qui faisaient le repas. C'est ça qui faisait la popote. Donc, je pense qu'avec beaucoup de choses qui sont arrivées, peut-être même des cultures qui sont venues de l'extérieur, on a l'impression que la norme, c'est un homme qui supporte tout. Sauf que des fois, même pour eux, c'est difficile. Ils ne le disent pas. Mais il faut s'occuper de 100% d'une femme qui a ses besoins, qui a ses attentes. Si moi, j'ai besoin d'un château et que c'est ce que j'attends, il faut que je vive dans un château, il faudra que tu puisses m'offrir un château. Donc, je pense que si on va un peu plus loin dans nos cultures, on se rend compte que nos cultures ont toujours été faites en communauté. Chacun apporte quelque chose. Ça ne va pas être à valeur égale. Et on va un peu rentrer dans les débats 50-50, ce qu'on veut. Mais c'est chacun qui définit comment est-ce qu'il divise dans un ménage, dans un couple, dans une famille, dans un groupe, en fonction de ce qu'on peut apporter, en fonction des tâches que chacun met. Justement. Alors, est-ce qu'au cours de ton parcours, tu as rencontré des résistances? Tu peux nous parler un peu des résistances que tu as rencontrées, peut-être après des soutiens, d'un soutien en particulier que tu as reçu? La première résistance, c'est la société. Parce que c'est plus facile pour la société quand tu es une femme qui va gagner beaucoup moins que son mari, qui va être beaucoup moins en vue, c'est beaucoup plus simple. Dès le moment où vous commencez à avoir beaucoup d'activités, qu'on vous voit beaucoup, même avec un mari qui est très ouvert, il y a les amis qui lui disent « Ah mais ta femme, tu es sûre que tu pourras supporter ta femme ?» Elle n'en fait pas trop, tu penses? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. On entend tous les jours, on va écouter les femmes qui font trop d'école, les jeunes n'en disent qu'on vient pas et tout, est-ce qu'on va les épouser? C'est difficile. Ouais. Mais je pense que le plus grand soutien, c'est d'abord le partenaire de vie, d'avoir quelqu'un qui croit en vos rêves et qui vous dit, bon, vas-y, avance. Avoir une famille, moi j'ai 6 sœurs. Wow. On est une famille que de filles. J'ai un père qui nous a toujours soutenus, qui nous a dit, moi j'ai pas fait des filles pour que vous restiez à la maison. Et avoir un exemple d'une mère qui, elle, est autonome financièrement. Ça aide beaucoup d'avoir un espace bienveillant. Donc, il y a cette constitution familiale, là, ce socle déjà qui permet aussi de s'autonomiser et d'avoir même envie d'être indépendante. Exactement. C'est pour ça que j'ai à cœur de pouvoir travailler dans des espaces où on peut donner des exemples à d'autres. Comme le FEGEM. Le FEGEM, que ce soit les Inspire Talks. Il y a des espaces qui donnent de la visibilité à des femmes qui réussissent. Parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est dans un environnement où on va à l'école, on est éduqué, il y a des femmes qui travaillent autour de nous. Mais pour la plupart des femmes, c'est un mythe, la femme qui est autonome financièrement. Donc, il faut qu'elles y soient confrontées pour savoir qu'elles peuvent rêver. Exactement. Alors, pour toi, quelles sont les barrières qui constituent le frein de l'autonomisation des femmes, que ce soit au Cameroun, et j'élargis un peu à l'Afrique, La première, c'est les stéréotypes. Oui. Parce qu'on met toujours la femme dans un certain rôle domestique. C'est ça. La place de la femme, etc. Dans la cuisine, c'est les stéréotypes. La femme, c'est pour élever les enfants, les éduquer et tout. Et même quand elle s'affranchit d'un certain rôle domestique, très vite, on va avoir des caractéristiques qui vont lui être collées. Elle est forcément acariâtre parce que elle est chef d'entreprise, donc forcément, il y a un souci. Il y a tout ce qui est obstacle également par rapport à la perception des hommes autour. Parce que lorsqu'une femme a besoin d'évoluer, il lui faudra des opportunités professionnelles et économiques. Et on est encore dans une société où souvent des faveurs vont lui être demandées. Et c'est la réalité de beaucoup d'entre nous. Il y a également l'accès à l'éducation.
Puisque si certaines peuvent aller à l'école, dans beaucoup de régions du Cameroun et même de l'Afrique, lorsqu'il faut faire un choix entre un garçon et une fille qui va à l'école, jusqu'aujourd'hui, c'est le garçon qui va à l'école. Parce qu'on estime qu'il va devoir gérer une famille, donc c'est à lui qu'on donne l'éducation financière. Exactement. Et la femme, de son côté, elle n'apprendra pas à gérer tous ces points-là. Alors du coup, quand on entend, on a vraiment l'impression qu'il y a une certaine pression sociale et culturelle sur les femmes. C'est bien ça, selon ce que tu dis. Parce que derrière, si les femmes ne sont pas autonomes financièrement, c'est la société, c'est les stéréotypes, c'est la culture. Parce qu'on sait par exemple qu'au nord du Cameroun, les hommes, c'est eux qui portent les foyers et les femmes, elles n'ont rien à dire. Ce qui est un peu différent dans d'autres régions. Donc du coup, il y a beaucoup de pression sociale. Il y a beaucoup de la pression sociale et puis je pense que les femmes aussi, intrinsèquement, ont le syndrome de l'imposteur. Souvent, les femmes ne demandent pas et on ne donne pas à ceux qui ne demandent pas. Certaines femmes ne vont pas postuler à certaines offres parce qu'elles vont se dire « je ne pourrais pas gérer mon foyer, mes enfants ». Certaines femmes ne demandent pas une rémunération qui correspond à ce qu'elles valent, effectivement. Donc la société joue un grand rôle, mais c'est également à nous, femmes, de pouvoir réaliser notre valeur pour pouvoir aller demander notre place. Justement, tu as parlé de salaire, j'en venais. Est-ce que tu penses que l'inégalité salariale, justement, est encore très vécue dans les entreprises, que ce soit en Afrique, que ce soit même à l'extérieur? Et est-ce que justement, tu as vécu une situation pareille ou alors observé même? À titre personnel, non. Mais ça s'observe très rapidement. Parce que déjà, à l'entrée dans le monde du travail, on a tendance à ne pas demander la même chose. Moi, quand je suis rentrée au Cameroun et que je demandais mon premier salaire, je me suis très vite rendu compte que je n'avais pas posé les bonnes questions, je n'avais pas posé les bonnes bases. Donc souvent, on ne demande pas. Et ensuite, il y a l'évolution de la carrière. Vous avez un enfant. Pendant ce temps, le monsieur qui a un enfant, il est devenu responsable. Oui. C'est un monsieur. On va lui accorder plus d'argent. Entre-temps, vous êtes devenu la maman. Donc, vous êtes potentiellement l'employé qui ne va pas rester au travail tout le temps, qui va aller pour les maladies. Donc, en termes d'évolution salariale, il va aller plus vite. Il faut charbonner. Et même d'évolution même dans l'entreprise. C'est ça. Tout court. Pas seulement le salaire, je pense. C'est un véritable frein. On ne va pas dire que la maternité, c'est un frein pour le développement en entreprise, mais tu ne peux pas faire comme les hommes, en fait. C'est ça. À cause de ça. Il faut charbonner 2 fois plus. Parce que lorsque un homme dit en entreprise « Ah, je ne vais pas travailler aujourd'hui parce que mes enfants sont malades », on dit vraiment « Quel homme !» et il s'occupe de ses enfants. Du coup, avec ta permission, avant de passer aux stratégies et peut-être aux solutions pour permettre à ces femmes, à ces jeunes dames qui nous écoutent de s'autonomiser également, comme toi, comme tu as pu permettre, ou alors accompagner d'autres à le faire, on va prendre une courte pause à la régie et on vous revient dans un petit moment. Tout commence par une vision. Une petite étoile qui illumine nos rêves dès nos premiers instants. L'éducation est la première étape vers un avenir meilleur. Avec passion et engagement, nous investissons dans les écoles, les talents et les esprits qui bâtiront demain. Croire à un horizon sans limite, c'est croire que chaque rêve mérite d'être accompagné, soutenu et réalisé. C'est pourquoi nous investissons dans l'excellence et la persévérance, en soutenant chaque pas vers vos accomplissements. Avec des solutions innovantes et accessibles, nous ouvrons la voie à une inclusion financière durable, pour que chacun ait sa place dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. À chaque étape de la vie, nous sommes là pour accompagner vos ambitions. Une étoile, même la plus petite, peut illuminer le monde. Avec le groupe BGF e-Bank, chaque rêve trouve son chemin. Le meilleur est à venir. Merci d'être resté parmi nous. Nous passons donc à la suite de cet échange avec Marie-Simone Gansoa, qui est avec nous pour discuter autour de la thématique indépendance financière des femmes, mythe ou réalité. Marie-Simone, jusqu'ici, tout va bien? Tout va bien. Alors, on va passer donc à la partie où tu nous parles un peu des solutions et peut-être des stratégies que les femmes peuvent mettre en place justement pour s'autonomiser. Quelles stratégies concrètes est-ce que tu peux donc conseiller à ces femmes? La première des choses à savoir, c'est qu'un franc, c'est un franc.
À l'international, lorsqu'on fait des études, on se rend compte que les femmes sont meilleures investisseuses que les hommes parce qu'elles sont plus prudentes. Donc la première des choses, vous avez 500 francs tous les mois. 500 francs, on le met en banque, en microfinance, dans une caisse. Ça permet de bâtir une confiance avec une institution financière ou même pour soi-même de créer des habitudes. Donc il y a cette épargne-là. Ouais. Maintenant, il faut différencier l'épargne de l'investissement. Une fois que j'ai épargné et que j'ai mis de l'argent de côté, il faut que je puisse investir. Donc c'est pouvoir trouver des moyens de faire fructifier mon argent. Ça peut être investir dans un business. Certaines vont vous dire je travaille, mais je vends des boucles d'oreilles, des chaussures, etc. C'est investir dans un business ou investir dans des produits. Aujourd'hui, vous avez plein de produits qui sont accessibles, fonds communs de placement à partir de 10 000 francs, beaucoup de choses qui sont accessibles. Et il faut faire fructifier son argent, mais surtout diversifier. Ça, c'est une règle principale. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. J'ai mon travail, j'ai mon petit business à côté qui me donne un peu d'argent. J'ai fait mon compte d'épargne, j'ai mis mon assurance pour les enfants où je cotise 2 000 francs tous les mois. Mais ça me permet de diversifier, de savoir que quoi qu'il arrive, j'ai quelque chose de sécurisé quelque part pour l'avenir. Mais il faut surtout s'éduquer. Parce que quoi qu'on dise, l'éducation, il faut aller vers elle. Il y a des plateformes qui existent. Moi, à un moment, c'était suivre beaucoup de pages. L'éducation financière. Oui. Il y a des pages aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On n'y va pas que pour discuter de la vie de toujours. Il y a des pages sur les réseaux sociaux qui vous apprennent comment gérer votre argent, compartimenter vos comptes, etc. Mais surtout, il faut aller dans des événements, aller vers des mentors, chercher des opportunités professionnelles. Parce que c'est ce qui nous manque aussi en tant que femmes pour pouvoir grandir. C'est qu'il faut aller vers celles qui réussissent pour demander, mais comment est-ce que tu as fait? Alors, petit coup de pub, hein, Marie-Simone a dit, il faut faire de l'épargne. Alors, je vous conseille, mesdames et peut-être les messieurs qui nous écoutent, ouvrez vos comptes chez BGFI Banque Cameroun, hein, la meilleure des banques. Surtout, je tiens à le préciser. Mais du coup, est-ce que tu penses que les institutions et les banques peuvent accompagner justement cette éducation financière des femmes? Est-ce que tu penses que c'est possible? Bon, c'est possible parce qu'on voit des banques et même des institutions le faire, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, les banques doivent s'adapter à cette cible-là. Il faut des produits qui sont adaptés aux femmes. On en a beaucoup aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a des produits qui existent, mais très souvent, c'est des produits qui existent déjà sur lesquels on met juste spécial femme. Alors qu'il faut les adapter à la manière d'épargner d'une femme, à comment elle réfléchit, à quels sont ses objectifs. Locales. Voilà. Quelles sont les réalités locales. Donc, les banques ont un grand rôle et il y a également un rôle d'éducation financière. Souvent, dans les banques, j'avoue, les conseillers, ils ont beaucoup de clients et ils ne prennent pas le temps de pouvoir accompagner, mais il y a un gros rôle d'éducation financière dans les institutions, dans les banques, parce que si on veut construire les clients de demain, les partenaires solides, stratégiques qui auront des entreprises, il faut qu'on les accompagne. Justement. Et quel conseil donc vous donneriez à une jeune femme qui souhaite démarrer sa carrière? Peut-être sans forcément avoir fait de grandes études, mais une jeune fille peut-être motivée, prête à se lancer dans un commerce de bijoux, comme tu le disais tout à l'heure, ou alors un petit commerce qui démarre un projet vraiment embryonnaire. Quel serait ton premier conseil? Un franc, c'est un franc, sans l'entendu. C'est de rêver grand, mais de ne pas être pressé. On construit les grands rêves sur des bases solides. Il faut rêver grand. Donc, je sais que aujourd'hui j'ai ma petite boutique, mais je veux aller plus loin. Je vends sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sans vouloir faire de pub à Meta, mais je vise plus loin, d'avoir un espace. Mais de ne pas être pressé. Il y a des étapes. Parce que tout le monde vient à la banque en voulant un financement de 50 millions. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu 1 million dans sa vie, c'est extrême. C'est pas possible. Oui. Et on va dire les banques ne prêtent pas, les banques ne donnent pas d'argent. Oui, effectivement. Mais c'est parce que vous êtes allé avec 0 projet ou alors 0 constitution de dossier et vous pouvez pas. C'est ça. Il faut des bases solides. Il faut constituer au fur et à mesure. Mais surtout ne pas être pressé. Les rêves sont atteignables, mais il faut les construire petit à petit. D'accord, c'est très bien de conseiller comme ça parce que beaucoup de jeunes femmes nous écoutent, beaucoup laissent des commentaires sur les pages et j'apprécie les thématiques traitées, elles en apprennent beaucoup et sans finance, la vie est un peu triste et c'est bien de savoir en fait qu'elles comprennent qu'il faut épargner, qu'il faut peut-être s'investir beaucoup plus personnellement dans les projets comme tu le disais. En fait, il faut comprendre et pouvoir comprendre son environnement. Basiquement, quand vous vivez en Afrique,
quelque chose que vous devez comprendre dès le départ, c'est que vous devez avoir un budget aide. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous êtes à l'extérieur, c'est que quand vous êtes en Afrique, tous les mois, vous avez un deuil, une naissance, comme une tante malade, ça. un oncle au village, que machin, et tout. Il y a toujours quelque chose à gérer. Et il faut savoir se donner des limites. Ouais. Typiquement, de se dire, moi, par mois, je ne vais pas dépenser plus de 20 000 francs pour aider. Donc, si tu arrives quand mes 20 000 francs d'aide sont passés, c'est fini. J'attends le mois prochain. J'attends le mois prochain. Mais il faut pouvoir s'adapter à ces réalités et ne pas tout mettre pour les autres. Moi, quand je parlais d'erreur, une erreur que j'ai beaucoup commise au début, c'était dès qu'on m'appelait pour me dire, il y a un problème, tu réagis, tu donnes. Et puis, tu finis le mois, tu te rends compte que mais tu n'as pas d'argent parce que tu as aidé tout le monde. Il ne faut pas s'oublier. C'est ça. C'est ça, il faut d'abord penser à soi. Il ne faut pas s'oublier, il faut construire avant de donner aux autres. Après cette partie pleine de conseils enrichissants pour moi, pour nos téléspectateurs, on va passer à un moment un peu plus fun de cette émission de quiz. C'est dans 1 minute. Alors, Marie-Simone Gansoa, le principe est simple. Tu as ce petit panier devant toi. Tu dois répondre à 5 questions en 1 minute chacune, top chrono. D'accord. Donc, une fois que tu ouvres, réponse directe. Sinon, on la considère comme insincère, ta réponse. D'accord. Ok. Je vais essayer d'être sincère. D'accord. C'est parti. Alors, je vais prendre carrément le panier. Oui, carrément le panier. Oui. Tu le gardes. Première question. Que pensez-vous des femmes? Alors, les questions sont corsées. Que pensez-vous des femmes qui se disent indépendantes, mais vivent grâce aux aides discrètes d'un homme? Je pense que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. On peut être très bien indépendante et avoir un homme qui vous aide. Ce n'est pas antinomique. Les deux peuvent se faire. Il faut juste être honnête avec soi et avec les autres. Je suis une femme indépendante, je travaille, mais derrière, j'ai un homme qui m'accompagne et j'en suis très heureuse. Super. Et moi aussi, je le suis pour toi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est important. C'est très important. Alors, quel sacrifice financier avez-vous déjà fait dans votre vie de femme et que vous regrettez encore aujourd'hui? Alors, les sacrifices de femme que je fais financiers, je n'ai pas de sacrifice que je regrette. Il y en a qui sont difficiles. Je disais encore à ma petite sœur qui n'a pas d'enfant, je disais, j'aurais peut-être dû attendre un peu, profiter de mon argent avant d'avoir des enfants. Donc, tout ce que je dirais, c'est pas quelque chose que je regrette parce que j'adore mes enfants, mais c'est de dire, quand vous commencez, ne soyez pas pressés. Oui, profitez de votre travail, de votre argent, de ce que vous gagnez. C'est important. Super. J'aime bien tes réponses. Alors, troisième question. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Une mauvaise décision amoureuse ou une mauvaise décision financière? Je vais encore être, mais je ne pas forcément l'un des deux. On apprend toujours. Les mauvaises décisions amoureuses, au pire, c'est le gourmand en pleurs. Et puis, on finit par savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Les mauvaises décisions financières, je ne pense pas que si j'avais pris des bonnes décisions il y a longtemps, je serais Crésus. Donc, mes mauvaises décisions financières, je les assume aujourd'hui. C'est de me dire, à un moment donné, j'ai dépensé beaucoup plus que ce que je n'avais. Mais ça me permet d'être plus prudente aujourd'hui. Parfait. Tac, tac, tac. Dans votre expérience, quel a été le prix le plus élevé que vous avez payé pour votre liberté financière? Le prix le plus élevé que je paye, c'est le temps. Parce que j'aimerais pouvoir étirer mes journées. C'est le temps. C'est de se dire, moi, j'aimerais bien pouvoir être avec mes enfants, H24, pouvoir faire des pâtisseries, pouvoir m'occuper d'eux sur beaucoup de choses. Mais c'est le temps. C'est que finalement, la liberté financière, ça veut aussi dire que des fois, il faut aller en mission. Des fois, on rate un anniversaire. Et c'est pas facile. Ou des fois, il faut travailler très tard, rentrer très tard, ils sont déjà couchés peut-être. Et c'est ça qui n'est pas simple. D'accord. Voilà. Et la dernière question. Est-ce que vous pourriez rester avec un homme sans revenu stable? Pourquoi? Alors là... Je pense que la réponse est non. Je me réponds à ta place. Je pense que non. Alors... Si on m'avait posé la question il y a une dizaine d'années, j'aurais dit oui. Parce que on peut se construire ensemble. Aujourd'hui, je dirais peut-être pas forcément parce que ça crée beaucoup plus de problèmes, surtout dans notre société. Lorsqu'on est une femme qui gagne de l'argent, qui va avoir une autonomie financière, il vaut mieux avoir quelqu'un qui peut vous accompagner et être sur le même chemin. Après, ça n'exclut pas. Sinon, tu fais peur.
C'est ça. Quand tu es célibataire, tu fais peur aux hommes. C'est ça. Et qu'ils se rendent compte de tout ce que tu possèdes, de ce que tu fais, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Parce qu'il se dit qu'il ne pourra pas être l'homme dans la maison, pourtant c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. C'est pas simple. Donc, un homme sans revenu stable, il faut voir aussi son ambition. Mais il ne faut pas toujours acheter les relations amoureuses sur des projets. Voilà. Merci beaucoup. Donc, cette émission touche presque à sa fin. Je suis obligée de te demander finalement indépendance. Déjà, vraiment, moi aussi, je me plais à discuter avec toi. C'est tellement intéressant. Mais du coup, indépendance financière des femmes, mythe ou réalité en un mot? À venir. À venir. Oui. Parce que c'est peut-être une réalité pour quelques-unes, mais c'est trop faible. Donc, j'aimerais que ce soit l'avenir de chacune d'entre nous. Mais il faut qu'on s'y mette toutes et tous. D'ailleurs. Tu te prêtes à un dernier exercice? Oui, dis-moi. Un petit message à adresser à toutes les femmes qui nous regardent face caméra. Alors, si j'avais un petit message, ce serait de dire que l'indépendance financière, telle qu'on l'entend, ce n'est pas forcément ce que c'est. Ce n'est pas une opposition homme-femme dans le monde. Mais si on veut que nos pays évoluent, si on veut que nos pays se développent, on ne peut pas laisser 50% de la main-d'œuvre active ne pas travailler. Pour que nos pays se développent, il faut que les femmes aient également leur mot à dire. Il faut également qu'elles puissent investir. Il faut également qu'elles puissent accompagner. Participer. C'est ça. Il faut participer pour qu'on puisse tous grandir ensemble. C'est à ça que sert l'indépendance financière des femmes. Ce n'est pas une guerre des sexes, c'est vraiment comment on s'accompagne pour tous grandir ensemble. Voilà, ce serait tout. Merci infiniment Marie-Simone pour Merci cet échange enrichissant et puissant surtout. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci de ton invitation. Alors, son parcours nous rappelle que l'indépendance financière n'est pas un rêve inaccessible, mais un chemin exigeant, pavé de courage, d'apprentissage et de solidarité. À toutes celles qui nous écoutent, chaque pas compte. Chaque choix, chaque initiative vous rapproche de votre autonomie. Merci également à BGFI Bank Cameroun, sponsor officiel de cette émission, pour son engagement aux côtés des femmes et son soutien à leur ambition. N'oubliez pas de partager vos expériences en commentaire, de vous abonner à nos réseaux sociaux et surtout de télécharger notre application pour rester connecté à toute l'actualité. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode autour d'une nouvelle thématique. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par BGFI Bank Cameroun, sponsor officiel.